très grand plaisir que nous recevons ce soir le professeur Jacques van der Linden, qui, dans ses nombreuses vies, a eu une de ses vies comme membre éminent de cette faculté, dont il a d'ailleurs été le doyen et dont il a été également un professeur marquant, en particulier avec son fameux cours d'histoire du droit et des institutions de première année que j'ai eu la chance et le plaisir de suivre il y a quelques années déjà, je ne dirais pas combien de temps, mais je m'en rappelle comme si c'était hier matin. Et nous avons déjà, dans des séances précédentes, vu comment l'école de Bruxelles était partie à la conquête de l'Europe et au niveau du droit international, on l'évoquait hier encore avec Jean Salmon, c'est un autre voyage à travers le monde que nous convie Jacques van der Linden avec les disciplines qui sont les siennes, ces disciplines de prédilection, en plus de l'histoire du droit donc, qui sont l'anthropologie juridique et le droit comparé, disciplines que, d'une certaine manière, j'ai envie de dire qu'il les incarne par sa vie et sa carrière, puisque né en Afrique, il était professeur, comme je viens de l'évoquer, pendant longtemps ici à l'ULB, avant d'entamer, d'une manière qui en a d'ailleurs surpris certains, une nouvelle carrière. Il a traversé l'Atlantique pour aller enseigner la common law à l'université de Moncton au Canada, seul endroit où on enseigne la common law en français, avec, vous imaginez, ce que l'on peut en retirer évidemment sur le plan de la recherche et de la comparaison, avec notamment le dictionnaire de la common law en français, car si le professeur van der Linden est un professeur charismatique et un incomparable narrateur, vous allez le voir dans un instant, c'est également et tout aussi passionnément un chercheur infatigable. Je ne peux pas évoquer son œuvre publiée ici qui est colossale, en plus qui m'a demandé d'être particulièrement bref, et donc je ne mentionnerai qu'un point qui est la question du pluralisme, parce que cette question, nous l'avons vu à de multiples reprises au cours de ce cycle, est au cœur de l'école de Bruxelles. On a évoqué notamment la question du pluralisme des valeurs, dont Dupréel était en quelque sorte l'apôtre et Perelman le disciple. De Jacques van der Linden, j'aurais pu dire que lui, il est du pluralisme juridique, il en est le pape, mais à la réflexion, cette comparaison ne fonctionne pas du tout parce que son esprit est tout à fait rebelle à tout dogmatisme et à tout esprit de chapelle, si bien qu'on ne peut pas du tout le comparer au grand pontife romain, mais enfin quand même, c'est lui qui a forgé la définition de référence du pluralisme juridique, avant d'ailleurs d'en changer 20 ans plus tard pour une autre définition. Personnellement, je trouve qu'il a bien fait parce que la nouvelle définition est encore plus pragmatique et elle est délivrée du corset de la notion d'ordre juridique. C'est donc à un anthropologue et un comparatiste qui, par vocation, se situe sur les marches qu'on va céder la parole pour nous analyser cette étrange tribu que nous croyons avoir découvert et qu'on appelle l'école de Bruxelles. Je vous cède la parole. Bien, Benoît, merci beaucoup. Il y a des dames dans cette assemblée. Mesdames, je vais vous demander la permission de pouvoir retirer mon veston. Je trouve qu'il fait excessivement chaud. Peut-être est-ce autre chose. Je souffre aussi depuis une semaine de vertige. En général, quand je marche et que je suis debout, je n'ai pas de vertige. Mais si je m'assieds, si je me couche, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais parler debout. Et en outre, si peut-être je fais un mouvement trop brusque. Si à un moment donné, vous voyez que j'essaye de reprendre mon équilibre, ne vous étonnez pas. Vous imaginez simplement dans 4 fois autant de temps, ou j'espère, vous ne serez pas.
Je veux dire que vous y serez, mais que vous n'y serez pas en ayant le vertige. Bien. Et quand j'ai vu le titre de l'ensemble des exposés qui allaient se dérouler dans ce cycle, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu conférence. Et conférence évoque toujours pour moi de mauvais souvenirs. Je crois, en fait, dans ma vie, après cette conférence-là, je n'ai plus jamais fait de conférence. J'ai fait des cours, j'ai fait des séminaires, j'ai fait tout ce que vous, des colloques, tout ce qu'on veut, mais pas de conférence. Je ne dirai pas pourquoi, mais il y a eu un incident dans cette conférence où j'étais, conférence qui me visait directement, réaction d'un membre du public qui me visait directement, qui a scandalisé ma famille qui assistait parce que c'était la première conférence que je faisais depuis que je vivais. Ma leçon d'agrégation, ce n'était pas une conférence, c'était une leçon d'agrégation. Mais là, il y avait une conférence annoncée dont je n'étais pas l'orateur prévu. Mais mon employeur m'a dit, Van der Linden, je suis trop occupé. Vous ferez bien ça à ma place. J'ai dit bien, je ne pouvais pas le refuser, parce que c'était mon patron, parce qu'il me faisait vivre mal, mais il me faisait vivre. Et j'ai donc été, et ma famille, belle famille, Jacques allait pour la première fois faire une conférence, on allait l'écouter. On a donc été l'écouter. Et j'avais commencé de 10 minutes qu'une dame plutôt forte s'est glissée dans le rang devant mes parents. Et puis, elle a repris son souffle. Et puis elle a dit tout haut, « Mais nom de Dieu, c'est pas Arthur Doucy qui est là !» Effectivement, Arthur Doucy, le directeur de l'Institut de sociologie, m'avait envoyé à sa place parce qu'il était trop occupé. Mais on n'avait pas prévenu les femmes universitaires de ce que ce serait pas Arthur Doucy. Et alors elle s'est relevée, et elle a refranchi tout, et elle est sortie. C'est depuis lors que je ne fais plus jamais de conférence. Et voilà pourquoi, ce soir, je ne vais pas faire une conférence. Je vais... Alors, quand Benoît Friedman, que je connais depuis longtemps, m'a dit, est-ce que vous venez parler de l'école de Bruxelles? J'étais un peu perplexe. Je connaissais l'école de droit de Bruxelles parce que je l'avais rencontrée accidentellement, indépendamment de ceci, mais je n'avais pas le sentiment que j'en faisais vraiment partie. C'est vrai que je crois avoir contribué au premier volume sur l'égalité, mais oui, je sais. J'ai des vertiges, mais j'ai encore touchons. Il n'y a plus de bois dans ce bâtiment. Touchons du bois. Et donc, mais à ce moment-là, je crois que le mot n'existait pas encore en toute clarté. C'était les pionniers de l'école de Bruxelles, et puis depuis lors, eh bien, j'ai vagabondé. Donc, je me voyais mal là-dedans. Et puis, heureusement, j'ai pris le script de Benoît. Et sur le script de Benoît, qu'est-ce que j'ai vu? Que j'entrais là-dedans à une double enseigne, l'omniprésence du droit comparé, avec une photographie à l'appui. J'ai vite regardé combien de photographies tout le monde avait. Le lauréat de la photographie, c'est M. Ganzoff, et ça ne me gêne pas. Bon, 3 photographies. Mais une en uniforme militaire, bon, ça ne m'aurait pas gêné, non. L'omniprésence du droit comparé, photographie à l'appui, et puis l'anthropologie juridique, et le pluralisme également ainsi qualifié, mais sans photo cette fois. Bien. Et j'avais pensé que je mettrais une photo faisant allusion à mes origines africaines. J'ai une très jolie petite photo où je suis à l'âge de 2 ans dans une brouette poussée par un Africain. Et puis je me suis dit non, peut-être que ça va déclencher
des idées sur mes sentiments, et donc j'ai préféré m'abstenir. Je peux le dire, mais peut-être qu'il vaut mieux ne pas le montrer. Je vous dirai que cette photo a été publiée dans une revue néerlandophone où j'apparais par un autre mystère comme l'un des merkwaardige juristen van de Nederlanden. Bon, vous ferez traduire ça. Bon, ok. 2 chapitres, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi sur les marches? Pourquoi sur les marches? Parce que les disciplines qu'on me demandait d'aborder, au fond, ne faisaient pas partie. Enfin, tout ce que je dis ou tout ce que j'affirme doit être peut-être tempéré par « à mes yeux ». C'est moi qui vous livre des sentiments sans que vous deviez y attacher une quelconque valeur absolue. Mais ne faisait pas partie du cœur même de la faculté, mais se trouvait plutôt sur une espèce de périphérie. Et alors l'historien du droit a immédiatement vu les marches de l'Empire, là où se trouvaient les marquis, hein, c'est toujours favorable, hein, pourquoi pas marquis. Il n'y a pas beaucoup de marquis en Belgique, on ne fait pas les marquis, hein, dans la noblesse. Donc je serai le marquis de la faculté de droit. Autre chose que Benoît pourra ajouter à la prochaine présentation. Et j'ai ajouté, puisqu'il parlait de l'omniprésence du droit comparé et de l'anthropologie juridique, malgré tout l'histoire du droit qui me paraissait importante. Et donc, la conclusion, c'est que je suis un hybride. C'est très à la mode, les hybrides, les voitures. Hein. Bon, je suis un hybride ternaire. J'ai regardé un hybride ternaire, c'est un hybride à 3 parties, ça me convient. Est-ce que je suis un juriste de l'école de Bruxelles? Bon, alors je me suis de nouveau référé au maître de séance. Où est-ce qu'il est le maître de séance? Il faut quand même, parce que chaque fois que je devrais m'y référer, je dois saluer 2 fois. Mais il ne faut pas que je tombe. Donc, suis-je un juriste de l'école de Bruxelles? Alors, j'ai été regardé et j'ai vu que l'école de Bruxelles, libre recherche scientifique et positivisme, pragmatisme et pluralisme. Ah. Valeur et discipline, honneur et patrie. Ça, c'est sur tous les bâtiments de la marine de guerre française. C'est un souvenir d'enfance, et quand j'ai vu ces 4 mots qui sonnaient à la queue de l'œuf, j'ai irrésistiblement pensé à cela. Et puis, je l'ai écarté, et je me suis dit, bah, comment pourrait-il en être autrement? Si je me regarde, la libre recherche scientifique, ça doit avoir un rapport avec le libre examen. Le positivisme doit avoir un rapport avec les faits et la pratique, et pas la théorie abstraite. Le pragmatisme, c'est le droit en action. Il est évidemment très difficile de voir le droit en action dans l'histoire du droit, mais on peut faire un effort. Et puis c'est le pluralisme. Le pluralisme, comment est-ce que j'allais... Alors j'ai dit, c'est au-delà du droit. Alors je voudrais très vite dire, mais il n'en sera pas nécessairement question, je ne pense pas, moi, il en sera question, que nous sommes 20 ans plus tard par rapport vers une nouvelle théorie du pluralisme juridique, qui enchaînait sur un texte de 20 ans plus tôt, qui était le pluralisme juridique et cette définition. Mais je boucle mon 3e cycle de 20 ans dans cette matière, et le point où j'en suis, parce que je suis amené à écrire au sujet d'un recueil de mes articles, je suis prêt à dire qu'il n'existe pas de pluralisme juridique et que tout ce que nous appelons pluralisme juridique est une profonde erreur de logique. C'est tout. Donc, c'est vous dire que le pluralisme juridique avec lequel je vis depuis 40 ans
un peu partout, y compris ici, puisque je suis cité nommément. Voilà. Le reste, le libre examen, c'est mon père qui me l'a appris et qui me l'a chevillé au cœur, pas à coup de bateau. L'effet et la pratique, comment peut-on faire de l'anthropologie sans regarder l'effet et la pratique? Je dirais qu'à la limite, au départ, il n'y a que des faits et de la pratique. Et le droit en action a toujours été ma conviction intime à travers tous mes enseignements. Est-ce que je suis en quoi que ce soit différent? Quelqu'un qui me connaissait bien a écrit dans un ouvrage très sérieux que j'étais un papillon dans la constellation. On ne visait pas l'apparence extérieure du lépidoptère, mais on visait le fait que, à la fois par la diversité et par sans doute leur légèreté et leur manque d'approfondissement sérieux et, comment dirais-je, qui fondrait véritablement une connaissance, eh bien, j'ai été aussi léger, butinant, sur la périphérie du droit dans des matières diverses. Je pourrais expliquer longuement pourquoi la situation a été celle-là, mais ça, c'est raconter ma vie, ce n'est pas l'endroit. Donc, j'ai décidé que j'allais répondre oui à l'invitation et que j'allais attaquer ce problème. L'école de Bruxelles. Voilà comment je tends à la voir. Pour moi, le point de départ, c'est une faculté. C'est le droit national qui enseigne le droit national actuel dans les sources formelles qui sont celles de l'État. Ça. Plus quelque chose qui est essentiel et qui est le pragmatisme. Bien. Je n'ai absolument pas de problème avec cela. Et j'ai été butiné dans la littérature existante et j'ai trouvé des gens tout à fait éminents qui ont dit que cette faculté avait l'ambition d'aller voir le droit dans la vie. Le droit dans la vie. Et vous voyez, moi j'ai mis le droit en action. Pourquoi? Parce que quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit c'est le droit en action qu'on fait avec le pragmatisme. Et puis quand je l'avais écrit, j'ai dit, ouais, mais au fond, c'est ce que moi j'appelais le droit vivant. L'ennui du droit vivant, c'est qu'alors on dit que l'autre est du droit mort. Alors ça offense évidemment tous les gens qui enseignent le droit national actuel dans ses sources formelles. C'est très gênant de leur dire que leur droit est mort. Donc, je ne vais pas leur dire ça, je ne vais pas oser dire le droit mort et le droit vivant, je vais dire le droit en action, c'est beaucoup plus honnête. Bien, voilà, pourquoi pas vivant. Après quoi, j'ai trouvé que quelqu'un d'autre avait dit avant moi, je n'ai jamais cru que j'avais inventé quoi que ce soit. Jamais. Je ne suis pas de la race des inventeurs. Il y a quelqu'un qui a parlé du droit dans l'action. Alors il y a des nuances, le droit en action et le droit dans l'action. Mais pour moi, c'est l'action et le droit, et c'est important. Alors, qui a dit ça il y a très longtemps? 1921. Une conférence d'ouverture de l'année académique de 1921. Ce n'est pas le recteur qui prononce cette conférence, c'est un certain René Marc. Alors, quand même,
Bien, bien. Au moment où j'ai dit ça, je me dis, ben, s'ils ne sont pas contents avec leur triangle et le droit national actuel dans les sources formelles de l'État, bien que j'ai mis le pragmatisme qui s'ajoute à partir d'un certain moment, la nouvelle conception, si je leur dis le droit en action, en pensant le droit dans l'action, et puis que je peux m'appuyer sur René Marc comme sur un bâton, eh bien, ils ne me lapideront pas. Bon. Voilà. Ça, c'est le cœur du problème. Il y a alors, à côté du triangle et du droit national actuel, j'allais dire vivant, parce que c'est vivant que j'utilise moi dans ma vie courante, entre un phénomène qui m'est apparu ce matin, parce que je ne m'arrête jamais de changer d'avis, c'est l'inconvénient, et que je trouvais que c'était un peu tard pour aller changer le PowerPoint. Je me suis rendu compte que ce qui dominait cette perception que j'avais, c'était probablement l'altérité. C'était mon souci de regarder ailleurs. Et de nouveau, René Marc a eu une belle formule. Alors, du coup, j'ai été vérifier le discours de René Marc parce que je disais, je sais quoi, mais il y avait autre chose dans son discours. Oui, ouvrir la fenêtre pour regarder avec leurs élèves le droit dans la vie. Bien, ça, c'est aller voir ailleurs. C'est aller voir chez l'autre ce qui se passe. Et c'est là qu'on va rejoindre à la fin surtout l'anthropologie juridique. Mais finalement, que regarde l'historien du droit? L'historien du droit regarde au plus près de sa matière ce qu'on vivait avant lui. Il va regarder pas un autre, oui, c'est lui dans le temps. Sa personnalité a changé, il a évolué, c'est un autre sujet de droit, mais c'est quand même lui qu'il regarde dans le miroir de l'histoire. Que fait le comparatiste? Il regarde un autre. Il a toutes sortes de raisons. Je ne vais pas entrer dans le pourquoi de l'histoire, le comment de l'histoire ou de la comparaison. Il y a des volumes là-dessus et on aurait un cours pour chacun d'entre eux, avec du plus, du contre, des méthodes et ainsi de suite. Mais au fond, quand je fais du droit comparé, je regarde un autre. C'est déjà un autre plus distant que mon père, mon grand-père, mes aïeux que je regarde dans l'histoire. Parce que ceux-là, ce sont en principe des Belges. Quand je regarde l'histoire du droit, avec un esprit un peu simple, très pyrénéen, je dis pyrénéen, pas pyrénéen, pyrénéen, n'est-ce pas? Je dis pyrénéen. Je sais bien que Galliam se divisait in partes tres, quarumunam in colum Belgial Aquitani, tertia qui sorum lingue celte nostra Galli appellantur, point, orum omnium fortissimi sunt Belgae. Bon, les Belges sont les plus braves. Jules César, je venais de vous relire la première phrase du commentaire sur la guerre du De Bello Gallico, commentaire sur la guerre des Gaules. Bon, donc c'est quand même un peu nous, ou plutôt on essaye de nous faire croire que c'est nous, mais c'est nous. Une fois que je fais du comparé, c'est plus nous. Je regarde d'autres. Petit problème d'ailleurs, c'est que la première comparaison que nous allons faire, la première fois qu'on va faire un cours de droit positif autre que du droit belge, c'est aussi un autre droit, mais férocement proche de nous. Le droit du Congo. Le Congo n'est pas la Belgique. Je ne parle pas de l'État indépendant, je parle de la colonie du Congo belge. Sous l'État indépendant, on ne s'occupe pas du droit du Congo, de l'État du Congo, État indépendant.
Mais dès le rattachement à la Belgique en 1908, en 1909, la faculté de droit de Bruxelles crée un cours de droit du Congo. Et elle va le donner à quelqu'un dont René Marc dit qu'il est véritablement son maître, Félicien Cattier. Et puis, on va le donner à Henri Rollin, pas le Henri Rollin de Jean, mais l'autre Henri Rollin, qui va finir au sommet de la Cour de cassation et enseigner le droit du Congo, l'histoire du droit civil. Donc, nous sommes dans les zones qui nous intéressent. Alors vous allez dire, oui, mais enfin, le droit du Congo, c'est le droit de la Belgique. Non, non, c'est pas tout à fait le droit de la Belgique, mais c'est le droit qui vise essentiellement des Belges, pas les Congolais. Ça, les Congolais... quoi? Non, Jean, il y a quelqu'un qui vient de me dire que j'étais à moitié congolais et à moitié belge, en vertu du ius soli. Bon, je suis né au Congo, donc je suis à moitié congolais. L'empereur d'Éthiopie, au cours d'une interview, d'une audience qu'il nous avait accordée à Addis Abeba, à qui on disait cela, avait commencé par dire mais l'Américain lui disait, Monsieur Van der Linden est à moitié belge, à moitié congolais, et l'empereur lui avait répondu, mais ce n'est pas possible. Il n'y a plus de demi-belge, de demi-congolais. Le Congo est indépendant depuis 1960. À quoi l'Américain, décontenancé devant ce qui était un peu justifié, lui a dit, mais il est né là. Ah, a dit l'empereur, s'il est né, le droit du sol, il peut dire qu'il est à moitié congolais et à moitié belge. Voilà. Donc, je garde cette idée-là. Mais c'est vrai, et j'aurai à en dire des choses intéressantes au moment où j'aborderai l'anthropologie juridique. Le Congo, qui devient le premier droit d'un État distinct de la Belgique. La loi organisant le Congo belge précisait bien que les deux entités étaient totalement distinctes. Régime législatif différent, judiciaire, etc. Il n'y a pas besoin de commenter longtemps. Donc, dans le comparé, si on a ce cas particulier, mais on l'a enseigné, ce droit, jusqu'à la fin, même après l'indépendance, pendant quelque temps, c'est resté. Après ça, on va aller vers, je dirais, plus exotique que les Congolais, les Anglais. Initiation, j'ai été recherché, quand on a créé ce cours de droit anglais, on l'avait d'abord appelé droit anglo-saxon. Et alors il n'y avait pas de titulaire, N. Bon, c'était évidemment une mauvaise appellation, et avant qu'on ait nommé le premier titulaire, qui était Robert Kirkpatrick, on a changé en initiation au droit de la commune. Exactement. Donc voilà, ça, et on va alors progressivement élargir sur 3 niveaux, mais ça je reviendrai quand nous serons au droit comparé. Donc, je dis pas deux piliers, deux marches du droit principal, la marche philosophie et lettres, le Centre national de recherche de logique, 1955, je lis bien? Oui, 1955, très important, puisque c'est la section juridique de ce centre, dont les maîtres d'œuvre sont Chaim Perelman, Henri Buch et René Descaires. Et j'ai retracé la façon dont ces trois-là se connaissaient, qui vont créer le Centre national, la section belge du Centre national de recherche de logique, avec le premier volume et la série de l'équité qui va paraître. Viendra plus tard le Centre de philosophie du droit, mais relativement plus tard, à ce moment-là d'ailleurs, René Descaires sera parti
et Paul Fourier entrera dedans. La dénomination École de Bruxelles date du Centre national de recherche de logique. J'ai été recherché dans tout ce qui s'est exprimé sur cette section belge, et c'est là qu'on emploie pour la première fois, et il semble que ce soit bien M. Perelman qui soit à l'origine de l'appellation. Je dirais d'ailleurs que ça a un certain sens, parce que qui pense école, à part les pères et les musiciens, mais les philosophes, évidemment, et donc on l'appelle l'école de Bruxelles. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à côté de cette faculté? Il y a une faculté de sciences sociales et politiques, créée au tout début du siècle précédent, et avec la création simultanée d'un institut de sociologie, qui s'appellera d'ailleurs pendant très longtemps l'Institut de sociologie Solvay. Cela disparaîtra après l'indépendance du Congo, suite précisément à des confusions de rôles dans le chef de l'Institut. La famille Solvay estimera qu'elle ne veut plus. Et il est maintenant dit fondé par Ernest Solvay, mais ce n'est plus l'Institut de sociologie Solvay. Donc, nous avons là deux dimensions du droit, l'histoire et la comparaison. Avec l'histoire, on éclaircit d'où vient-on. Dans l'espace, sommes-nous seuls à avoir ce type de droit? Et on a deux disciplines avec des problèmes évidemment, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est de la méthodologie, sur le droit en action, particulièrement dans sa dimension historique, mais aussi dans sa dimension comparative. Enfin, il y a un troisième larron qui est tout en dessous, origine hybride, l'anthropologue juridique, qui est un peu au confluent des deux, et on ne sait pas dire véritablement d'où il est sorti, et j'y reviendrai quand j'aborderai l'anthropologie juridique. Prenons chacun de ces éléments. Histoire et dans la faculté, l'histoire du droit est présente dès l'origine. Mais elle est présente d'une façon qui révèle quand même certaines choses au sujet de la faculté. C'est une introduction, je prends pour gagner de la place, c'est une introduction historique au droit civil que l'on fait jusqu'à la retraite de M. Gélissen en 1980. C'est introduction historique au droit civil. À mon sens, ça traduit une importance apportée au droit civil par rapport aux autres disciplines qui n'ont pas à être introduites. Il existe en sociologie, avant 1930, un cours d'histoire du droit, mais qui est un cours à option, et qui deviendra un cours à option et un cours libre en faculté de droit. Ce qui doit être retenu. Et simplement, j'ai mis les initiales, ça c'est pour me rappeler, FC Félicien Cattier, Henri Rollin, Jacques Pirenne, John Gélissen et René Deckers. Les deux derniers, ou plutôt les trois derniers, ont une vision particulière qui, pour les deux derniers, Jacques Pirenne et John Gélissen, s'inscrit dans une vision d'histoire universelle du droit. Je ne sais pas si Jean a eu M. Deckers. Non, j'ai eu John Gélissen. Est-ce que tu as eu en droit romain, monsieur? Oui, romain, j'ai eu Deckers. Tu as eu Deckers. Oui, c'était magnifique. Et Deckers commençait par un panorama de l'histoire universelle du droit qui était contenu dans le droit privé des peuples. N'est-ce pas? Donc, il y avait à Bruxelles quelque chose. Et l'embryon
d'une suite, pour parler d'une école, c'est dans la définition de l'école une suite de gens, entre Jacques Pirenne et John Gillissen, qui se concrétise dans la société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions. Histoire comparative, le comparé et l'histoire, qui est resté premier secrétaire général Jacques Pirenne, deuxième secrétaire général John Gillissen. René Desquers est toujours resté en marge, mais ça c'était, je crois, son caractère de l'engagement dans une association de ce type-là. Avec tous les problèmes que je ne vais pas aborder en détail, de cette ambition de couvrir l'ensemble de l'histoire de tous les pays du monde. Très honnêtement, ça ne tient pas la route. N'est-ce pas? Ça ne tient pas la route. Mais ça a aussi amené la création du premier centre d'histoire du droit, CHDEJ, Centre d'histoire du droit et d'ethnologie juridique, en 1959. En 1959, il n'y avait pas quantité de centres de recherche dans la faculté. Pas la faculté de l'Institut de sociologie. Oui, attends, j'arrive. Exactement. N'est-ce pas? Donc, il y avait le centre René Marc, mais le centre René Marc, c'était pas ça. C'était pas un centre de recherche, c'était un centre. Il dit que c'était un truc. Comment? Il dit que c'était un truc. Hier, il nous a dit que c'était un truc. Qui a dit ça hier? Ah, voilà. Bon, alors, je lui laisse la responsabilité de la qualification. Moi, je me contente de dire que de ce côté-ci, des historiens, ça ne tenait pas la route. Bon, donc, mais vous voyez immédiatement un rapprochement, le Centre d'histoire du droit et d'ethnologie juridique. Pourquoi est-ce que l'ethnologie juridique vient là-dedans? Oh, par une vision que l'on peut avoir de l'histoire générale des peuples qui ne tient davantage pas la route. C'est que depuis la création, nous progressons. Et puisque nous progressons, eh bien, on avance. Et comme on avance, à partir d'un moment, c'est de l'histoire. Avant ça, ce sont des peuples d'ailleurs qui n'ont pas d'histoire. Ce sont, je reviendrai là-dessus quand on dira un mot de l'anthropologie juridique. D'accord? Mais donc, mais quand même, il y a là, et Jean, tu me rendras cette justice, parce que, qu'est-ce que j'ai mis là? Un indice, IS, Institut de sociologie. Évidemment. Tu vois? Évidemment. Non, mais simplement, il faut qu'on voit facilement. Et donc, c'est à l'Institut de sociologie, comme le Centre de droit international, d'ailleurs, à l'Institut de sociologie. Et là, c'est pour ça que dans le schéma précédent, gare à ce qui va se passer, oui, les sciences politiques et sociales et l'Institut de sociologie. On ne peut pas ignorer, quand on jette un regard sur l'école de Bruxelles, le rôle de l'Institut de sociologie. Bon, bien qu'aujourd'hui, il soit complètement effacé, puisqu'on a quitté les locaux, on n'est plus dépendant, etc., et on est rattaché à la faculté de droit. Bien. Donc, nous sommes dans l'histoire du droit. L'histoire du droit va connaître une petite parenthèse. En 67, on va créer un cours d'introduction historique aux institutions des principaux États modernes. Je n'ai jamais compris pourquoi on a créé ce cours. Je n'ai pas été impliqué dans sa création. Il y a là, d'ailleurs, en ce qui me concerne, pour se détendre et aller dans le droit, dans
la vie du droit. 1967, le 20 ou le 30 mai, la faculté de droit me donne un titre d'agrégé de l'enseignement supérieur en histoire du droit et en droit comparé. Et M. Gillissen, plein de bonté, me dit, maintenant, ça c'est un cours pour vous. On vient de vous faire agréger et on a un cours d'introduction historique, vous êtes historien, aux institutions des principaux États modernes, c'est du droit comparé. Enfin, il faut vous dire qu'à ce moment-là, l'université me donnait à valeur chiffrée actuelle, je veux dire sans conversion, parce que ça a changé depuis, elle me donnait exactement 30 € par mois. Comme assistant d'histoire du droit, je suis absolument sérieux, c'est 1200 francs belges, n'est-ce pas, catégorie C auprès de M. Gillissen, et M. Doucy à l'Institut de sociologie pour aller faire des conférences à sa place et me faire maltraiter, ou plutôt humilier ma famille en disant que ce n'était pas Doucy qui était sur l'estrade, me donnait 6 000 francs belges, 150 €. Voilà. Je vivais de ça. Et donc, ça explique que j'allais en Éthiopie, ça explique que j'allais en Écosse. J'étais dehors, j'étais sur les marges, ou plutôt j'étais en marge sur les marches, dans des petites spécialités, mais on me disait simplement, vous vous débrouillez, Van der Linden. Donc, j'allais à droite, j'allais à gauche, je butinais, n'est-ce pas? Et j'ai connu 4 mois l'Éthiopie, c'était le rythme de 4 mois à Bruxelles, 8 mois en Éthiopie. Et une fois, dans les 4 mois à Bruxelles, je faisais 10 jours à Édimbourg, 4 jours à Bruxelles. Voilà. Mais on arrivait à vivre, ma femme et moi, et c'était la seule façon dont on pouvait vivre. Donc le papillon butinait, et il adorait butiner de l'histoire à l'anthropologie, de l'anthropologie au droit comparé, sans le moindre problème. Donc, l'aventure des centres s'est arrêtée dans un premier temps, le centre d'histoire du droit et d'ethnologie juridique de M. Gillissen, parce qu'il y avait des limites, et notamment à ce programme d'introduction bibliographique à tous les droits du monde à travers leur histoire, qui a posé des tas de problèmes que j'ai vécu parce que j'étais l'homme, la énième roue de la charrette, enfin, mais qui réparait les dégâts. Donc il s'est arrêté. Il a repris à la veille de ma mise à la pension en 89 avec le Centre de droit comparé et d'histoire du droit. Tombait l'ethnologie juridique. Pourquoi tombait l'ethnologie juridique? Parce qu'à ce moment-là, la faculté des sciences sociales qui m'avait confié l'enseignement de l'anthropologie juridique et la faculté... oui, non, c'est ça. Et il n'y avait plus d'enseignement d'anthropologie juridique à l'université. Pourquoi allait-on? Et moi-même, à ce moment-là, je n'allais plus suffisamment sur le terrain. Je me contentais de voir des juristes de Bruxelles devenir maître à Oxford, docteur à Oxford, et finir aujourd'hui comme professeur, ce qui est un titre dans une université anglaise qui a beaucoup plus de valeur que chez nous, à l'université du Sussex en Angleterre. Bénédicte Dambourg est sortie première de sa promotion à Bruxelles, et puis est partie à Oxford, a été jusqu'au bout du doctorat à Oxford, et elle se retrouve aujourd'hui professeure à Sussex. Bon, voilà, ça c'est une suite, si vous voulez. Mais bon, donc on n'a plus l'ethnologie juridique, et puis on est revenu à un centre de droit comparé d'histoire du droit et d'anthropologie juridique, parce qu'on a trouvé une anthropologue juridique.
Et donc, comme on a trouvé une anthropologue juridique docteur et tout à fait qualifiée, on a réintégré l'anthropologie juridique. Mais simultanément, ou quasi simultanément, l'histoire du droit, le droit comparé, a quitté pour rejoindre, je ne sais pas bien, quoi en faculté. Je ne sais pas s'il existe ou si on a créé en faculté un centre de droit comparé, ou bien, mais il y a une nuée de cours de droit comparé. Ça, c'est certain. Mais je ne sais pas si on a recréé un centre de droit comparé. Peut-être n'est-ce pas nécessaire. Bon. De nouveau, on peut s'interroger. Quelle est la raison d'être du droit comparé? Où sont les groupes ou les suites? Parce qu'une école, c'est un groupe ou une suite. Il est évident que je ne suis pas convaincu que nous avons réussi en histoire et en droit, dans cette branche hybride, à nous insérer ou à créer une véritable école. Il eût fallu pour ça que j'accepte la vision pyrénéenne de M. Gillissen et qu'après moi, Mme Bautier accepte la vision pyrénéenne, et elle était très loin de cela également. Donc, voilà, première réaction, qui n'ôte rien, évidemment, au fait que nous faisons de la libre recherche scientifique, du philosophisme, du pragmatisme et du pluralisme, sous réserve du pragmatisme, parce qu'en histoire, il est parfois difficile d'être sur le terrain. Comparaison et droit. Comparaison et droit, j'en ai déjà dit un mot. Le cas particulier, en 1909, le droit du Congo belge, Félicien Cattier, Henri Rollin. Et on en a dit un mot il y a un instant. Et puis vont venir les institutions civiles comparées. Mais elles vont venir d'abord en sciences politiques. C'est intéressant qu'au départ, elles sont en sciences politiques. La faculté de droit va attendre les années 30, là c'est ce que j'ai mis, Soko avant 30, elle va attendre les années 30 pour créer des cours qui ne sont pas encore des droits comparés. Ce sont les institutions civiles comparées de la faculté de Soko. Et vous remarquez le nom. On ne dit pas droit civil comparé, on dit institution civile comparée. Parce qu'on est dans une faculté de sciences sociales et politiques, on n'est pas dans une faculté de droit. Vous voyez les noms: Henri Rollin, Maurice Vautier, René Marc. René Marc est le premier, et un aspect intéressant, c'est que c'est le premier cours qu'on donne à René Marc. On donne à René Marc les institutions civiles comparées avant qu'il enseigne le droit civil. Et le jour où il obtient un cours de droit civil, véritablement, hop, il l'abandonne, n'est-ce pas? Et cela passe, où est-ce que je suis là? René Marc, oui, alors, je ne m'occupe pas de ce qui se passe en Soko, c'est Henri Depage, c'est Robert Pierson, là, il se fait, mais est-ce qu'on peut dire, peut-être entre René Marc et Henri Depage, est-ce qu'entre Henri Depage et Robert Pierson, je crois qu'il faudrait une considérable analyse de contenu pour voir s'il y a une filiation et s'il y a vraiment une école qui se crée. Ayant eu le privilège de succéder au second, je sais en tout cas que ça s'est arrêté là. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de troisième génération, si on peut dire, à partir de ce moment-là. Bien, il y a évidemment eu, à partir de 60, l'explosion des licences spéciales, et pratiquement dans toutes les licences spéciales, on trouve du droit comparé. Jusqu'à un point où ça devient complexe quand on dit qu'on donne, je ne sais plus ce que c'était ou bien les assurances ou bien la procédure pénale, un cours de droit pénal, de procédure pénale comparée de 10 heures. Ben, c'est un problème qui pour moi est fondamental, j'y reviendrai dans un instant. Puis on va voir apparaître les droits par famille,
En 46, le droit anglo-saxon avec N. En 48, l'initiation à la common law. Robert Kirkpatrick, Étienne Gutt, Jean-Marie Chandel. Je ne mets jamais les vivants ou les présents. Bon, 63. Quoi? Chandel est bien vivant. Oui. Non, je veux dire, je ne mets pas, ou bien ceux qui sont décédés ou ceux qui ne sont plus en fonction. Je ne mets pas les titulaires actuels. Chandel est titulaire. L'histoire d'introduction à la common law? Ah, alors j'aurais pas dû mettre Chandel. Non, mais c'est très bien pour lui. Bon, eh bien, je ne l'ai pas retrouvé dans le programme des cours à options actuels. Ça, c'est visible. Comment? Il est visible. Il n'y a plus de programme des cours. Ah, J'ai demandé il y a 3 semaines pour avoir un programme des cours. Et Anne-Marie m'a dit non. non, mais je pourrais. Moi, j'ai sorti sur mon ordinateur toutes les choses qui existent dans la faculté. Je n'ai pas trouvé Chandel dans la common law. Ça dépend des saisons. Il y a eu le printemps, il y a eu l'automne. Oui, allez, bon. Ok, allez. Gloire à Jean-Marie Chandel. Je n'ai pas la possibilité ici directement de l'effacer. Et puis quand je l'effacerai, et puis je mettrai en petit indice comme ça, Dixit Xavier. Dixit XD. Et puis je fermerai. Alors il faudra savoir qui est XD. Mais ça, personne ne sait. Hein. Merci. J'attendais le merci, Xavier. C'est pour ça que je me suis retourné. Vous connaissez mes sentiments. Bien. On a aussi créé une initiation, une introduction aux droits africains. Par un curieux détour, il a fallu parce qu'il y a aussi comme ça, il est intéressant d'aller voir comment les choses se créent, pourquoi elles se créent. Parce que au lendemain de 60, par un coup de baguette magique, extraordinaire, les Congolais, ayant accompli des humanités complètes, mais pas de régime belge, ont pu entrer dans les universités belges. Jusqu'alors, il fallait avoir des humanités de régime belge, c'est-à-dire des cours absolument identiques au programme belge. En 60, on a commencé à se rendre compte que dans quoi on était embarqué, et on a décidé de les laisser venir. Ayant été chargé de les encadrer scientifiquement pendant les années qui ont suivi, bon, je sais de quoi je parle, et évidemment, ils ont réussi mieux que ne réussissaient en proportion les boursiers belges. Ils étaient tous boursiers. Mais ils savaient évidemment là où ils allaient arriver, fatalement, avec la pénurie totale. Il n'y avait pas un juriste. Quand j'enseignais à Kinshasa en 63, j'ai dirigé le mémoire du premier Africain licencié en droit système français, 3 années de licence, qui était d'ailleurs un Rwandais. Voilà. Pagakwaya sur le système foncier du Rwanda, je n'ai pas oublié. Mais donc, c'était vraiment une grande pénurie. Donc, on a alors, on les a fait venir en masse. Kembukoswa, les Sejuna, enfin, il y en a une volée. Et puis, on s'est rendu compte que chez eux, ils avaient un cours de droit coutumier. Et que donc, si on voulait que leur diplôme belge soit reconnu, il fallait y mettre du droit coutumier. Et on a créé en faculté de droit un cours de droit coutumier. On avait sous la main quelqu'un qui avait créé l'ensemble du droit coutumier au Congo, 3 années de cours de droit coutumier, qui était disponible. Il était occupé à butiner, et il voyait là un moyen d'une fleur nouvelle qui peut-être un jour ferait le bouquet suffisant pour qu'on accepte de le payer. Donc on lui a dit, vous ferez le droit coutumier. Moi j'ai dit bien, je viens de l'enseigner
pendant 3 années académiques à Kinshasa, en première licence, deuxième licence, troisième licence, le ramener à 45 heures d'option n'est pas un problème. Bon, voilà. Dans la foulée, la faculté de sociologie, la faculté des sciences sociales, a décidé de créer un enseignement d'ethnologie juridique. Et elle a dit, écoutez, puisque vous enseignez les droits coutumiers, c'est quand même de l'ethnologie juridique. Ah, je dis oui, un peu. Eh bien, vous pouvez bien donner l'ethnologie juridique chez nous. Elle avait intérêt, parce que j'étais payé pour les droits africains, et que comme on a assimilé les deux, mon butinement était sans résultat. Bon, mais j'ai accepté parce que je me dis quand même toujours, il ne faut pas dire non, parce que si je dis non un jour, tu sais ce qui va m'arriver, je ne suis encore qu'un chargé de cours catégorisé qui grappille, comme disent les avocats, l'argent de mes cigarettes. Bon, mais c'était pas pour boire l'argent de mes cigarettes parce que je ne fume pas, c'est le problème. Bon, donc il faut dire que l'appellation droit coutumier était celle de Kinshasa, mais avait fait l'objet d'un débat au conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration de l'ULB avait créé ethnologie juridique. Quand c'est venu devant le conseil d'administration, il y avait au conseil d'administration un membre permanent, ingénieur, qui ajoutait à ce titre-là la qualification de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer. Mais comme il était un ingénieur, il ne voyait pas bien ce que c'était que l'ethnologie juridique. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce cours que vous voulez créer? On lui a expliqué que c'était le droit des indigènes que appliquaient les cours et que c'est ce qu'on appelait au Congo le droit coutumier. Ah ben, appelez le droit coutumier. Personne n'a osé le contredire. Et c'est pour ça que c'est devenu le droit coutumier à l'origine en faculté de droit. C'est vous dire comment ça se règle, n'est-ce pas? La construction historique est une recherche. Bon, évidemment, aujourd'hui, il y a encore l'initiation de la common law. Il n'y a plus d'initiation au droit africain parce qu'on ne trouve plus personne pour enseigner cette matière. Le jour où je l'ai abandonné, Philippe Reintjens est venu l'enseigner. Mais Philippe Reintjens l'enseignait déjà à Antwerpen, Leuven, Louvain. Il l'a pris chez nous pendant quelques années, et puis à un moment donné, il n'a plus pu continuer. Ça s'est arrêté. Donc, les droits par zone, comme on dirait, par famille de droits, sont revenus à leur point de départ, la common law. Pourquoi? Parce que les droits des pays socialistes, créés en 1964 par M. Dekers, continués après avec l'enseignement des droits socialistes par Mme Begaud, ont également disparu parce que enseigner uniquement le droit du Vietnam ou de Cuba paraissait dérisoire à la faculté de droit. Il y en a d'autres gens, dis-moi un peu un troisième quand même. Vietnam, Cuba, il n'y en a plus un qui s'appelle socialiste. Non, je crois que c'est fini. L'Albanie, ah non, l'Albanie c'est fini aussi. Oui, et depuis, oh là là, comme tu dis. Bon, allez, donc voilà. Donc il y a un resserrement. La Chine, même. Hein? Je crois que la Chine se dit encore socialiste. Oui, c'est juste. Et ça, c'est quand même une belle matière, le droit chinois. Mais enfin, bon, donc, bien, donc, un resserrement considérable de l'offre en comparé d'ensemble. On a créé un cours général seulement en 1900. Non. On a attendu 1990 pour créer un cours général de droit comparé. On avait les assurances comparées, la procédure pénale comparée, tout était disponible en droit comparé, mais il n'y avait pas un cours de droit comparé, méthodologie, réflexion sur la matière, etc. Mais bon, on a fini par le créer en 1990. Rien. On m'a demandé de bien vouloir le prendre, parce que je terminais la publication de Comparer les droits, mon volume de droit comparé à ce moment-là, et
j'ai dit, écoutez, j'avais à ce moment-là, je crois, 280 ou 300 heures de cours en faculté. J'ai dit, vous me déchargez de 45. Et je veux bien prendre les 45 de droit comparé. Le doyen de l'époque m'a dit, non, tu donnes 300, tu peux bien donner 345. Bon, rien à faire. Bah, j'ai dit, écoute, alors non. Ça fait partie de ces choses qui m'ont encouragé à m'arrêter 2 ans plus tard, à 60 ans, parce que je trouvais que, comme on dit, j'ai déjà donné. Alors, quelle est la raison d'être du droit comparé? De nouveau, je crois qu'on doit s'interroger. Où sont les groupes ou les suites? À mon avis, il y en a quand même peu. Il n'y a jamais une véritable école qui s'est créée en droit comparé. Que les comparatistes aient fait de la libre recherche scientifique, oui. Qu'ils aient fait du positivisme, du pragmatisme, très peu de pluralisme, là je veux bien, mais ça, les pluralistes, c'est rara aves, des oiseaux rares. Les comparatistes étaient de facto dans l'école de Bruxelles. Je veux dire, si on prend des bases qui sont celles intellectuelles de l'école de Bruxelles, mais n'en faisaient pas partie en tant que membre de cette école. Il restait sur les marches. Et ce n'est pas... Je voudrais bien qu'on considère que dans ce que je dis, il n'y a absolument aucun jugement de valeur. Tous ceux qui ont été sur les marches ont fait leur métier honorablement et ont contribué au rayonnement de l'université, etc., etc. Mais nous étions dans cette situation. Troisième partie, comparaison. L'anthropologie et le droit. Je m'étais dit que je prendrais ma montre, je l'ai oubliée, mais j'ai ici une étrange machine. 7h15. 1h15 que je suis occupé. Oui. Il y a une... Ah, elle est là. Bon, allez, on va alors. Non, mais vous avez commencé à 6h15, donc il y a 1 heure. Eh bien oui, mais c'est déjà trop. Bon, allez. L'anthropologie et le droit. De nouveau, hors faculté. Les juristes et l'anthropologie, c'est curieux. Bon. Donc, j'ai écrit un article. Le juriste et la coutume c'est l'anthropologie. Les juristes et la coutume, un couple impossible. Bon, alors, ça dit donc. Les précurseurs hors de la faculté, c'est institutions et coutumes primitives dès 1909, c'est-à-dire tôt. Celui qui le donne est quelqu'un qui est à la base de l'Institut de sociologie, Émile Waxweiler. Émile Waxweiler, dont René Marc dit... Non, disciple fervent. Il dit qu'il est un disciple fervent de Waxweiler. On a donc là une filiation possible, n'est-ce pas? Et personne, probablement, dans les juristes de mon triangle, ne place Waxweiler. Mais bon, c'était pas un juriste, c'était un ingénieur. Cet ingénieur, quand on a créé l'Institut de sociologie, a aussi donné un cours d'institutions et coutumes primitives pendant 5 ans. Bon, pendant 5 ans, Waxweiler est mort dans un accident en 14, par conséquent, il aurait probablement continué pendant longtemps. Bien. Qui l'a suivi? Georges Smets, pendant très longtemps, 1918-1953, mais toujours en sociologie. Et alors, il y a ce merveilleux intitulé qui va disparaître en 1930, mais qui apparaît après la guerre, donc disons entre 1920 et 1930, n'est-ce pas? L'Université de Bruxelles a un cours d'institution des peuples primitifs, ça on peut encore lui pardonner, je en dirai un mot tout de suite, et à demi civilisé. Je vais étudier ça, moi. Je veux dire, parce que le père Smets, que j'ai connu sur la fin de sa vie, était vraiment un honnête homme. D'ailleurs, on l'a fait disparaître. En 30, ça a disparu. J'étais regardé les programmes de cours, et dans les années 30, ça disparaît. Ça apparaît vers les années, le lendemain de la guerre, et puis voilà. Je crois que je sais qui on visait. On visait ce qu'on appelait les évolués.
n'est pas dans le langage de la colonisation belge, mais quand même. Mais c'est Haï, le fondateur de l'école des Annales, fusillé par les Allemands. Bloch, Marc Bloch. Marc Bloch, dans Apologie pour le métier d'historien, a écrit que l'historien n'avait pas à juger du bien ou du mal de ce qu'il trouvait. Et que juger particulièrement avec l'esprit d'aujourd'hui ce qui s'était passé autrefois était un anachronisme et que l'anachronisme était le pire des péchés contre l'histoire. Donc, et voilà quand même un homme qui était injuste de tous les points de vue. Donc, mais bon, on ne peut pas non plus cacher ça. On ne va pas aller mettre ça en dessous. Ça relève d'un type de mentalité. L'ethnologie juridique, en tant que telle, apparaît, nous l'avons vu, dans les centres d'histoire du droit et d'ethnologie juridique, 59. En même temps, il y a une mission interdisciplinaire du centre médical de l'Université de Bruxelles en Afrique centrale en 59. Il faut penser qu'en 59, à l'été 59, les troubles ont eu lieu au début janvier à Kinshasa. On n'est pas encore en train de courir vers l'indépendance parce que ça se décidera au début 60. Mais on a l'impression, quand on lance cette mission interdisciplinaire, qu'il ne se passe rien à Bruxelles, ni à Kinshasa. On est là pour étudier des problèmes de développement économique, etc. Et on trouve qu'il est opportun d'étudier les droits fonciers, parce que c'est important. Bon, et alors on cherche quelqu'un pour enseigner, pour aller étudier les droits fonciers, et à qui est-ce qu'on pense? Mais puisque ce sont des primitifs, ils sont encore sur le long cheminement de l'histoire qui vont les amener jusqu'à chez nous. Rien de plus indiqué qu'un historien. Donc on prend un assistant en histoire du droit et on lui dit, écoute, on sait que, mais quand tu iras en mission là-bas, tu auras des indemnités de mission qui te permettront de ne pas te payer, qui nous permettront, je parle de l'administrateur de l'université, de ne pas te payer. Bien, droit coutumier, droit coutumier, ethnologie juridique, jusqu'en 82. En 82, Soko supprime ethnologie juridique. Et ethnologie juridique ne va revenir, j'en ai parlé tantôt. Sauf qu'il y a, comment dirais-je, des gens qui partent à Oxford, qu'il y a des gens qui font un mémoire d'anthropologie, d'ethnologie juridique d'un village belge. J'ai 2 élèves qui ont voulu faire une étude d'ethnologie juridique d'un village belge. Ils ont été, pour préparer leur mémoire, passer 6 mois dans le village et ils ont étudié. Ils étaient à 20 km d'une justice de paix. C'était suffisant pour être en sauvagerie en Belgique. Et ils ont ramené la manière dont les litiges n'allaient jamais en justice de paix. Tout se réglait dans le village selon des règles plus ou moins simples, plus ou moins... Voilà. Je n'ai plus ce mémoire. C'est un de mes regrets. J'essaye de le retrouver, mais je vais un jour le retrouver dans les archives parce que c'est un exemple. Depuis lors, aujourd'hui, au Centre d'anthropologie du droit, il n'y a plus de problème. On fait de l'étude anthropologique de la justice en Belgique, donc il n'y a plus de problème. Bien. Toujours le même type de question. Où sont les groupes ou les suites qui se réfèrent à un maître ou à une doctrine continue et stable? Oui, peut-être dans la partie très ancienne, quand un professeur comme Georges Smets donne cours pendant 33 ans, 35 ans, il est vraisemblable qu'il a dû faire des disciples, des choses comme ça. Mais bon, voilà.
Voilà. Voilà le tableau des 3 disciplines qu'on avait compris. 3 questions pour conclure. 3 questions pour conclure. La première, quelle est la raison d'être dans une faculté de droit, puisque c'est de celle-là qu'on pense, dans une école de droit qui a soit un maître, soit une doctrine. La doctrine, nous la connaissons, et la doctrine, je crois qu'elle est à peu près présente dans toutes les orientations académiques, étant entendu que l'historien, le comparatiste et l'anthropologue ne sont pas des gens qui se considèrent comme ayant une activité ou avoir été préparés à une activité professionnelle. Un anthropologue, ce n'est pas quelqu'un qui voit clairement ce qu'il va faire de sa profession. L'historien, oui, on va dire, oh, ben, il va dans l'enseignement secondaire. Oui, c'est fort loin de l'activité professionnelle du juriste. Et la faculté se veut professionnelle. Je vais de nouveau citer ma source, le discours de 21 de René Marc. René Marc dit devant toutes les autorités académiques, on va ouvrir la fenêtre pour regarder avec leurs élèves le droit dans la vie, ça c'est le pragmatisme, mais on doit savoir qu'une faculté de droit n'est pas seulement une école de haute culture, mais aussi une école professionnelle. Il le dit, et qu'est-ce que ça entraîne? La création des exercices pratiques. À ce point, c'est intéressant, les exercices pratiques ont existé en faculté de droit dès avant 1914. Il faut voir ce que c'était. Il faut voir ce que c'était, mais c'était le créateur de cela était Félicien Cattier, auquel René Marc se réfère. Donc il y a là, malgré tout, une idée qui se perpétue, n'est-ce pas? Il y avait des exercices pratiques, il y avait des conférences, il y avait toute une activité qui avait pour objet d'aller voir la jurisprudence et comment ça fonctionnait. On ne s'est pas retourné en arrière, mais il faudrait aller voir si on pouvait retrouver des choses de ce type-là. Peut-être l'historien, le comparatiste et l'anthropologue contribuent-ils à donner une haute culture? Peut-être. Est-ce que c'est possible dans des enseignements de 90, 60, 45, 30, voire dans certains cas 15 heures? Est-ce qu'on peut, notamment au niveau du comparé ou au niveau de l'histoire, est-ce qu'on fait de l'introduction historique au droit civil? Quand on voit le volume qu'est le droit civil, comment peut-on, en 45 heures, l'introduire historiquement? On peut, enfin, ou bien on est des clones. Je m'excuse, on est des clones. Le JV qui est apparu sur cet écran quelquefois est un clone. Mais c'est un sacré défi. Aussi bien la comparaison que l'histoire aborde sur un temps extrêmement bref des disciplines d'une ampleur considérable. Et je ne prends que le droit civil comme exemple. Mais le cours d'histoire du droit, que mettons dans le cours d'histoire du droit? Est-il possible? Ah, oui, et je mets évidemment, j'ai oublié, je ne l'ai pas mis. Oui, en fonction du temps disponible, en évitant le nutshell des Américains, n'est-ce pas? Les petits livres américains in a nutshell. Et vous avez tout ce que vous voulez comme discipline juridique in a nutshell. C'est un peu plus mince, non, à peu près aussi gros qu'un que sais-je, c'est plus petit de dimension, et c'est du catéchisme. Non, non, on ne peut pas accepter ça. C'est pas de la comparaison, c'est pas de l'histoire, c'est pas de l'anthropologie juridique.
Donc, on a là un problème de fond, un dilemme de fond qui se présente. Est-il possible de donner d'autres perceptions du juridique? Alors on sort du droit. Et si on sort du droit, on entre précisément en allant du plus proche au plus éloigné, l'anthropologie juridique. Est-ce qu'il y a encore moyen de parler du droit dans l'anthropologie juridique? C'est la question que je me pose aujourd'hui, sur laquelle je vais écrire. La seule solution que personnellement j'ai pu voir à cela, c'est d'avoir un syllabus qui fasse ce que j'appelais la basse continue et de laisser l'enseignant jouer les cadences du soliste. Brèves, les plus brillantes possibles, les plus attractives possibles. Mais est-ce que c'est une école? Personnellement, je crois qu'il y a une partition qui, à l'esprit, me venait en réfléchissant à ça, la réflexion à base déconstructive. On aborde toutes ces matières en essayant de montrer au-delà des matières ce qu'il peut y avoir. On peut déconstruire, on peut comprendre les pourquoi, les comment, on peut démystifier les discours, on peut faire exploser les apparences évidentes ou les apparentes évidences pour assouplir les cerveaux. Voilà. Donc, l'école de Bruxelles, en tant que kinésithérapeute des cerveaux,